Aujourd'hui, on va parler du monde toxique des mâles alpha. Je vais vous dire ce que je pense de ce mouvement. Et je vais vous donner la réponse cinglante que j'ai faite à une personne qui m'a posé cette question, enfin plutôt qui m'en a posé deux, qui m'a demandé ce que je pensais déjà des mâles alpha. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire cet audio. Et puis surtout, qui m'a demandé est-ce que je me considère comme un mâle alpha. Et la réponse que je lui ai faite va vous surprendre. Donc restez bien jusqu'au bout, comme ça vous saurez ce que je lui ai répondu. Et je vous fais cet audio juste après avoir cuisiné mon poulet, comme ça, en attendant qu'il refroidisse, je vais pouvoir enregistrer ce petit audio qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde parce qu'on a tous, au moins une fois dans notre vie, écrit sur Google comment devenir alpha. Les gars, on va être honnête. On va être honnête. On l'a tous ou presque fait au moins une fois. Dans le milieu de la séduction, qui ne s'est jamais intéressé au concept de mâle alpha, comment devenir dominant? Parce que peut-être vous n'avez pas écrit comment devenir un mâle alpha sur Internet, mais dans ce cas, vous avez peut-être écrit comment devenir dominant ou comment dégager de la puissance ou ce genre de choses. On a tous déjà écrit au moins une fois ce genre de termes sur Google. Et ce que j'ai remarqué, c'est ça qui est drôle, c'est que en gros, le délire du mâle alpha, c'est généralement quelque chose qui est exclusif au milieu de la séduction. Il y a que dans le monde de la séduction que j'ai rencontré des personnes qui s'intéressent au sujet, qui cherchent absolument à devenir un mâle alpha. Donc déjà, il faut bien comprendre ça parce que le terme alpha est quelque chose de très recherché sur Internet. Mais finalement, les personnes, d'où viennent les personnes qui s'intéressent à ça? En fait, c'est presque toujours des personnes qui sont en échec en séduction. Parce que finalement, quand on se met à la place d'une personne qui est déjà en couple ou qui a déjà du succès avec les femmes, ces personnes-là n'ont aucune raison de s'intéresser au concept de mâle alpha. Donc, c'est déjà la première chose à comprendre pour toute la suite du raisonnement que je vais détailler, c'est de comprendre que ce concept de mâle alpha émerge du monde de la séduction par rapport à des personnes qui sont en échec amoureux. Et du coup, c'est à partir de là qu'on peut déjà en arriver au raisonnement suivant, qui est que finalement, pourquoi on cherche à devenir alpha? Pourquoi? Quel est l'objectif? L'objectif, généralement, c'est qu'on se dit, voilà, je suis un mâle alpha, je vais attirer des nanas, je vais être en position dominant, c'est moi le leader, c'est moi ceci, c'est moi cela. En fait, on comprend très vite instinctivement que le problème de ces personnes qui tapent mâle alpha sur Internet, ce sont avant tout des personnes qui souffrent d'un complexe d'infériorité. Et peut-être que quelques personnes qui vont écouter ce passage vont dire « Non, moi je suis pas d'accord, c'est par curiosité, machin. » Non, ça j'en crois pas un mot. Toutes les personnes qui s'intéressent à ça sont des personnes qui ont un complexe d'infériorité. Et par rapport à ce complexe d'infériorité, ces personnes-là cherchent à passer d'un extrême à l'autre. Cherchent à passer de l'extrême, entre guillemets, soumis, à l'extrême mâle alpha. Et je le sais parce que j'ai fait ce chemin moi aussi il y a bien des années. C'est-à-dire, c'est en 2008 que je suis rentré dans le milieu de la séduction. Et évidemment, dans les années 2008-2010, je m'intéressais beaucoup à ce concept de mâle alpha. Et je pensais que l'aboutissement de la vie d'un homme, c'est de devenir un mâle alpha. Donc du coup, pendant une période, je me suis mis à singer le mâle alpha. Donc c'est-à-dire, je regardais des films de mâle alpha, je regardais Scarface, je regardais Fight Club, je regardais Le Parrain, je regardais Al Pacino, comment il se tenait. Et je m'étais dit, voilà, Al Pacino, c'est un vrai mâle alpha, donc il faut que je sois comme Al Pacino. Donc, c'est-à-dire le même langage corporel, la même façon de parler, le même regard, la même dureté, etc., etc., etc. Donc, en fait, comme beaucoup, j'ai commencé à singer le mâle alpha par complexe d'infériorité. Et surtout, c'est là où on va arriver à la suite de cet audio qui va être la partie la plus intéressante. Ce que je me disais que plus j'allais devenir ce mâle alpha, cette caricature finalement du mâle alpha, et plus j'aurais de succès avec les femmes. C'est ce que je me suis dit. Je me répétais des mantras genre non, mais le mâle alpha est le prix, c'est la femme qui court après le mâle alpha. Le mâle alpha est dominant. Partout où le mâle alpha va, les gens le regardent, les gens le respectent. Le mâle alpha mange en premier, c'est-à-dire tu arrives à un repas, c'est le mâle alpha qui mange en premier, le fameux first to eat, comme disent les Américains, etc., etc. Donc c'était un petit peu le film que je me faisais à l'époque. Je m'étais dit,
je vais adopter le comportement du mâle alpha et c'est comme ça que je vais devenir un alpha. Quelle erreur, les amis. Quelle erreur. Parce que finalement, là, vous allez me demander, ok, mais en séduction, est-ce que ça a permis d'avoir des résultats? Sur le papier, ça devrait permettre d'avoir des résultats. Dans la réalité, pas du tout. En fait, plus je singeais le mâle alpha, moins je l'étais déjà finalement. Et puis surtout, plus j'étais perçu comme bizarre par les femmes. Ça, c'est vraiment un truc auquel je m'attendais pas à cette époque-là, parce que je m'étais dit, ouais, je prends la posture d'Al Pacino dans Scarface et ça va être cool. En fait, plus je le faisais et plus je me rendais compte que les nanas, en fait, ça ne marchait pas déjà. Et ça marchait pas parce que j'étais pas assez alpha ou quoi, mais parce que elles me trouvaient bizarre, elles me trouvaient incohérent, elles me trouvaient pas fluide. Et le jour où je me suis rendu compte, c'est le jour où une femme m'a dit, j'ai l'impression d'avoir un acteur en face de moi. J'ai l'impression d'avoir que tu joues un rôle. C'est vraiment à l'époque, quand j'ai commencé à entendre ces phrases-là, j'ai l'impression que tu joues un rôle. Là, je me suis dit, il y a un problème. Et à l'époque, c'était pas facile de le comprendre parce que à cette époque-là, j'étais dans les communautés de séduction de l'époque. Donc, j'étais entouré de mecs qui cherchaient tous à devenir des PUA, des pick-up artistes ou des mâles alpha. Et c'est ça qui était drôle d'ailleurs. Bon, vous avez pas connu cette époque parce qu'aujourd'hui elle est révolue. Mais à cette époque-là, quand on faisait des réunions de pick-up artistes, de PUA, c'est-à-dire qu'on faisait des réunions des mecs qui étaient dans le game et tout, je vous jure, c'était hyper drôle à voir. C'était la caricature de la caricature. Imaginez 15 mecs apprentis PUA dans un bar qui sont tous en train d'essayer de copier Al Pacino dans Scarface. Imaginez. Vous avez 15 mecs, la chemise à moitié ouverte, là, qui regardent de haut les gens, qui veulent tous s'asseoir dans la place en bout de table, la place du leader. Limite, les mecs qui se battent pour avoir la place en bout de table, qui forcent leur voix pour essayer d'avoir une voix grave, qui parlent pas parce qu'ils ont vu sur Internet que le mâle alpha, il doit pas parler, c'est les autres qui parlent parce que le mâle alpha doit garder ses cartes... doit maîtriser les cartes du jeu, donc il doit pas dévoiler les siennes, etc., etc. Imaginez 15 types comme ça ensemble. Je vous jure, c'est drôle à voir. Enfin, c'est drôle. Avec le recul, je trouve ça drôle. Sur le moment, je me disais, c'est un peu space quand même comme ambiance. Donc, ça, c'est un petit peu l'ambiance des mecs qu'il y avait à l'époque. Donc déjà, première baffe, comme je vous le disais, c'est quand les nains ont commencé à me dire que j'étais bizarre. Là, je me suis dit, il y a peut-être un truc qui va pas. À l'époque, je me rendais pas compte que c'était ça. Et deuxième truc, deuxième claque, deuxième gifle qui m'a fait me réveiller un petit peu, c'est quand j'ai rencontré des mecs qui étaient la caricature de ce que j'essayais de devenir à l'époque. Cette époque où j'essayais absolument de devenir un mâle alpha. Deuxième chose. Mais c'est pas la plus grosse gifle que j'ai pris. C'est pas la pire. La troisième gifle, celle-là, ça a été la pire. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok. La troisième gifle, et ça annule finalement tout le concept même du mâle alpha. La troisième gifle que j'ai prise, c'est quand je me suis rendu compte qu'en fait, on est toujours l'alpha ou le bêta d'une personne ou d'une autre. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes dans un groupe de 10 personnes, où vous avez 10 personnes ultra timides qui n'ont aucune confiance en eux, etc. Juste en étant normal, en quelque sorte, vous êtes leur mâle alpha, si je caricature. Et la troisième gifle que j'ai pris dans ma vie, c'est quand j'ai commencé à m'initier au sport de combat, parce qu'à l'époque, je faisais pas de sport de combat. Je suis resté... vous le voyez sur les photos sur DDP, sur Dragueur de Paris. Quand j'ai commencé le game, à 20-22 ans, j'étais limite anorexique. J'étais extrêmement maigre. Je faisais à peine 70 kilos pour 1m98 à l'époque. Parce que oui, je suis très grand. Mais à 70 kilos, putain, j'étais vraiment anorexique. Et à cette époque-là, étant ectomorphe, j'avais toutes les peines du monde à prendre du poids. Je n'arrivais pas, en fait. Bon, à l'époque, je le savais pas, parce qu'en fait, j'avais pas la bonne méthode pour le faire. Je pensais qu'en allant au kebab, machin, en fait, non. Puis, en fait, surtout, je mangeais pas assez. C'est ça, je me suis rendu compte avec le recul. Mais à cette époque-là, j'étais anorexique. Et à partir de 24, je crois. 24 ans, j'ai commencé mon premier sport de combat. Donc, j'ai commencé, ou non, 23, je sais plus. C'est dans ces eaux-là.
J'ai d'abord commencé le jiu-jitsu brésilien. Je suis allé jusqu'à la ceinture bleue. Et ensuite, boxe thaïlandaise et boxe anglaise. J'ai commencé à faire ces sports de combat-là. C'est seulement ensuite que je suis allé à la salle de muscu. Et ben la troisième gifle que j'ai pris, c'est le jour où j'ai rencontré des vrais, entre guillemets, mal alpha. Des vrais. Des mecs où vous vous retrouvez en face d'eux, vous fermez votre gueule. Même si ça fait 15 ans que vous faites du développement personnel, même si ça fait X ou Y, vous fermez votre gueule parce que ces mecs-là sont au-dessus de vous, à ce niveau-là, quoi que vous fassiez. Surtout en boxe thaïlandaise. Déjà, je suis brésilien, il y en avait beaucoup. Mais en boxe thaïlandaise, c'est là où j'en ai rencontré le plus. Vous avez en face de vous des tueurs, des leaders nés, des mecs qui sont arrivés sur Terre avec un certain bagage, qu'ils ont développé ensuite à force de vécus douloureux, etc. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la boxe thaï dans votre vie, mais le club où j'étais, en tout cas, j'étais entouré de mecs. Il y en avait beaucoup, je pense, qui avaient un casier judiciaire déjà. Donc j'étais entouré de mecs qui en fait respiraient pas la pègre, mais comment je pourrais dire, qui respiraient pas la magouille. Enfin, je sais pas comment le dire, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. En gros, pas des taulards non plus, parce que c'est pas des taulards, mais vous êtes entouré de mecs qui ont un vécu que vous n'aurez jamais dans votre vie. Parce que ces mecs-là ont été forgés avec ce vécu difficile, c'est-à-dire c'est des mecs qui se sont fait trahir, qui se sont battus, certains ont fait de la tôle, c'est des mecs qui se battent depuis qu'ils ont je sais pas quel âge, c'était des mecs qui ont été forcés d'apprendre ça parce que les mecs ont grandi dans un environnement difficile, un environnement où en fait si vous voulez survivre, vous êtes obligé de vous battre, vous êtes obligé de frapper, vous êtes obligé de défoncer les autres, vous êtes obligé de faire ça pour vous faire respecter, en fait. C'est un petit peu l'ambiance que vous avez dans les cités. Vous regardez les cités, je suis désolé de la caricature, mais ça fonctionne un peu comme une meute de chiens. C'est-à-dire que vous avez une meute de chiens, vous avez un chien qui domine tous les autres. Et le chien qui domine tous les autres, c'est le chien qui va être le plus fort, qui va aboyer le plus et qui va défoncer les autres. Et ben dans les environnements de cité, où il y avait beaucoup de mecs à mon club de boxe thaï qui venaient de ces milieux-là, en fait, ces mecs-là ont grandi dans un environnement comme ça, dans un environnement qui les a obligés à développer ces qualités de, entre guillemets, mal alpha, finalement. Et c'est là le jour où j'ai pris la troisième claque, c'est que en fait, je me suis retrouvé face à ces mecs, je me suis dit, mais je suis qui, moi, en fait ? C'est pour singer le mal alpha. Je dis ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens parce que j'essaie de singer quelqu'un que je ne suis pas. Et pourquoi j'essayais de le singer finalement ? J'essayais de le singer par pur complexe d'infériorité finalement. Parce que je me sentais inférieur, je complexais sur ça. Et donc du coup j'essayais tant bien que mal de singer le mec dominant, confiant, etc. Sachant que c'était pour les femmes d'ailleurs. Et quand j'ai rencontré ces mecs-là, ils se posent même pas les questions. Je vous jure, la philosophie de ces mecs-là, c'est binaire. C'est, je sais plus qui me l'a dit. C'est pas un de ces mecs-là, je crois, mais c'est un pote qui m'avait sorti cette citation et elle se grefferait bien avec ces personnes-là. Une fois, il y a un mec qui m'a sorti. Dans la vie, il y a que deux catégories de population. Il y a les baiseurs et les baisés. On pourra dire c'est un peu binaire, mais finalement c'est un peu ça. Il y a ceux qui baisent et il y a ceux qui sont baisés. Et ces mecs-là raisonnent comme ça. C'est-à-dire soit c'est eux qui vous baisent, ou soit ils sont baisés par quelqu'un d'autre. Et évidemment, ils veulent pas être baisés par quelqu'un d'autre, donc c'est pour ça qu'ils sont prêts à aller dans le conflit, à se battre, etc. Parce qu'ils ont grandi dans un environnement qui est comme ça, finalement, un environnement assez sauvage. Et donc, à cette époque-là, quand j'ai eu successivement ces trois gifles, après j'en ai eu une quatrième, un peu moins violente, mais c'est là que j'ai commencé à comprendre à quel point en fait les mouvements de mal alpha c'est des mouvements toxiques et que j'en suis arrivé à autre chose qui est bien plus épanouissant et c'est ça que je vais vous enseigner dans la dernière partie de cet audio. La quatrième claque que j'ai prise, c'est le jour où j'ai rencontré un mec qui était à l'opposé du cliché du mal alpha, mais vraiment à l'opposé. Hein. Vous regardez Al Pacino, Scarface, il fait tout l'inverse. Que ce soit en langage corporel, en machin, tout ce que vous voulez.
Pourtant, ce mec-là, déjà, il était heureux, il était bien dans sa vie. Et surtout, il a jamais eu aucun problème avec les femmes. Jamais. Il avait un petit peu... j'essaie de mettre des mots dessus sur comment il était, c'est assez difficile à décrire, mais si je devais en choisir un, je dirais que c'était un peu un artiste de la vie. C'est quelqu'un qui respirait l'artistique, c'est quelqu'un qui respirait l'ésotérisme. C'était finalement quelqu'un qui a une part féminine relativement développée. Et c'est là où ça vous surprend, parce que vous dire, attends Mike, une part féminine, comment ça, machin. Pour ceux qui sont pas au courant, on est tous un mélange. Donc ça, c'est la théorie de Otto, je sais plus qui, Wenkinder, quelque chose comme ça. Désolé pour le nom, j'ai oublié comment il s'appelle. C'est un livre que j'avais lu une fois et où je suis assez d'accord d'ailleurs avec cette philosophie, qui explique que en fait, on est tous un mélange d'énergie féminine et d'énergie masculine, hommes comme femmes. Et que en fait, voilà, imaginez ça sous forme de pourcentage, c'est-à-dire on a tous un pourcentage d'énergie masculine ou d'énergie féminine. Et cet homme-là que j'avais rencontré avait un pourcentage féminin relativement élevé. Et c'est là que j'ai compris à cette époque-là qu'en fait, les mecs, les vrais mâles alpha, ceux de la boxe taille que je vous ai décrit, et que vous n'êtes pas un mec comme ça, et je ne suis pas non plus un mec comme ça. Ces mecs-là, si on devait décrire un pourcentage, c'est des mecs qui sont peut-être à 95-98% d'énergie masculine et seulement 2 ou 5% d'énergie féminine. Ces mecs-là sont à ces niveaux-là de masculinité. Et le mec que j'ai rencontré, que je qualifie d'artiste, lui, je dirais, il est peut-être à 60% énergie masculine et 40% énergie féminine. Et là, les mecs qui essaient de singer les mâles alpha qui écoutent cet audio vont me dire « Non, Mike, tu mens, c'est pas possible, machin. » Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je te renvoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent. Ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs. Ou bien, si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoient vers mes différentes agences. À tout de suite. C'est là où j'ai pris la baffe en fait. Parce que ce mec-là, avec une forte énergie féminine, comme je le disais, n'avait jamais eu aucun problème avec les femmes. Mais en plus de ça, il était heureux. Et en plus, il les attirait à lui comme un aimant, finalement. Et c'est là la quatrième baffe que j'ai pris, c'est que je me suis rendu compte que, en fait, ça a remis en question toute... je devais avoir 23-24 à peu près à cette époque-là. C'était l'époque où vraiment j'étais obsédé par PUA, machin et tout. J'étais vraiment un obsédé là-dessus. En fait, je me suis rendu compte que c'est pas la seule voie possible. Je me suis rendu compte que jusqu'à présent, j'étais biberonné à la théorie toxique du mâle alpha. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres façons de faire. Et j'en ai eu la preuve visuelle avec ce mec-là, et après j'en ai rencontré d'autres. Des mecs qui avaient un étonnant succès avec les femmes, alors que pourtant, ils sont pas du tout dans le concept du mâle alpha. « Oh mec, je te crois pas, c'est pas vrai, se dire qu'il est riche, machin. » Ça c'est ce que les abrutis de Red Pill vont dire. Non, c'est un mec de la classe moyenne. « Ah, il est beau gosse !» Non, il était normal. C'est un mec normal. « Ah, ceci, cela. » Je sais pas, c'est trouver toutes les excuses que vous voulez, parce qu'à chaque fois que je parle de ce genre de truc, il y a toujours un ou deux Red Pill, loqui qui va dire « Ah non, machin, ça. » Parce que ça sort tellement de leur logiciel, en fait, que ces mecs-là n'arrivent pas à comprendre les subtilités du monde. Cette quatrième gifle-là, finalement, ça a été la gifle de la subtilité. J'ai compris ce jour-là que le monde n'est pas binaire, que le monde est beaucoup subtil qu'on le croit, et qu'en fait, finalement... C'était vraiment déjà une fausse route, l'idée du mâle alpha. Et finalement, je me suis posé la question la plus importante, et je vous invite à vous la poser, parce qu'elle est hyper importante, la réponse à cette question. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, moi, indépendamment des influences que je peux avoir? Parce que jusqu'à présent, l'influence que j'avais, c'était pick-up artist, mâle alpha, etc. Puis ensuite, je rencontre ce mec-là qui me fait remettre en question beaucoup de choses. Et à ce moment-là, je commence à réfléchir, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans la vie? Quel type de femme j'ai envie d'avoir?
quel type de mec j'ai envie d'être, surtout. Parce que jusqu'à présent, j'essayais de singer ce que finalement je n'étais pas. J'essayais de singer quelqu'un que je ne serais jamais. Et je m'en suis rendu compte lors de cette période sport de combat, finalement. Parce que j'ai rencontré des mecs qui sont à un niveau dans lequel je ne suis pas. Et si je voulais être à leur niveau, il faudrait que j'aime le même vécu. C'est-à-dire que je passe des années à me friter avec tout le monde, que je me batte tout le temps, que je fasse peut-être 3 mois en prison même. Peut-être qu'un stage en prison ferait que je devienne comme eux, mais ai-je envie de devenir comme eux? Enfin, je me fasse tatouer tout le dos, par exemple. Il y en avait un une fois. J'ai rencontré ce mec-là, il plie tout le monde. C'était un mec, je sais plus depuis combien de temps il faisait des sports de combat. Le mec avait un énorme tatouage sur l'ensemble du dos. Il y avait un espèce d'arbre, je sais plus, je crois que c'était l'arbre d'Adam et Ève, enfin j'en sais rien. Il avait un tatouage tout le dos. Et en gros, sur son dos, il y avait écrit « Ni Dieu, ni maître ». Et ce mec-là avait un regard, je vous jure. Ce mec-là, vous le croisez dans la rue, il vous demande une clope, vous lui dites pas non. Je vous jure. Surtout si vous savez qu'il y a un tatouage derrière où il y a écrit « Ni Dieu, ni maître ». Ni Dieu, ni maître. Mais vous imaginez ce qu'est capable de faire un mec comme ça? Je sais pas s'il a fait de la tôle, mais ça me surprendrait même pas. Vous imaginez un mec qui s'est tatoué dans tout le dos, ni Dieu, ni maître. Vous imaginez un mec comme ça? Est-ce que vous êtes comme ça? Non. Parce que finalement, ce mec-là coche toutes les cases du mal alpha. Au niveau de la posture, au niveau de ce que vous voulez. Et vous aurez beau essayer de jouer au mal alpha dans une boîte de nuit, un bar pour séduire une gonzesse, je vous assure que si ce mec-là arrive, si ce mec décide que vous devez dégager et que c'est à lui de parler à la meuf, je vous assure que vous allez dégager. Vous allez dégager. Si ce mec-là décide que vous sortez, vous sortez. Et si vous discutez, ça va pas très bien se passer à mon avis. Donc en fait, quand on se rend compte de ça, on se rend compte qu'il y a toujours un mec alpha au-dessus de vous, finalement. Vous pouvez être le mec alpha à un instant T parce qu'autour de vous, il n'y a que des cons ou des culs à 2 chiffres ou des red pills qui essaient de devenir des mal alpha. Jusqu'au jour où vous tombez sur un mec comme ça. Et il y en a beaucoup, croyez-moi. Il y a plus qu'on le pense. Et un jour, vous tombez sur un mec comme ça et tout votre monde s'écroule. Votre petit monde du mec qui essaie de devenir alpha. Tout s'écroule. Et là, c'est fini. Et ben en fait, quand on fait le récap de tout ça, finalement, de toute cette philosophie, donc j'en reviens à la question qui est la plus importante que je disais tout à l'heure. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, en fait, les questions les plus importantes. Et à cette époque-là, en fait, objectivement, j'ai commencé à réfléchir à cette question, j'ai commencé à tester différentes expériences. Et ça va peut-être vous surprendre parce que j'en parle pas souvent sur DDP. J'en parle pas très souvent. Mais j'ai une énergie féminine non négligeable que j'ai refoulée pendant longtemps. Ça fait un peu gay refoulé dit comme ça. J'ai une part féminine non négligeable, je dirais aller 20-30%, quelque chose comme ça, si je devais mettre des pourcentages, que je ne montre pas et que je montre aux nanas. Je la montre pas forcément quand je suis avec des potes ou avec des mecs, etc. Par contre, ça, et je m'en suis rendu compte avec le temps, en fait, cette part féminine émotionnelle que j'ai au fond de moi, c'est mon arme de destruction massive pour rendre complètement dingue de moi les meufs. C'est pas du tout le fait d'être un mec alpha, dominant, j'en sais rien. En fait, je vous le dirai juste après. Mais ça, j'en ai absolument rien à foutre, en fait. Parce que c'est pas le plus important. Et ça, je vous en reparlerai après. Mais le jour où j'ai commencé à vraiment scotcher les nanas, et elles me l'ont toutes dit d'ailleurs, même, et y compris mes précédentes relations de couple, y compris la dernière dont je parle assez souvent, qui a duré un peu plus de 3 ans, qui était la fameuse Miss France dont je parlais. C'était une très belle femme qui vivait dans le nord de la France et qui, comment dire, en fait, je l'appelle Miss France parce que quand elle travaillait, en fait, ses collègues la surnommaient Miss France parce qu'elle était vraiment 1m82, enfin une démarche, je vous jure. Quand je l'ai eu en rendez-vous la toute première fois, c'était en début 2017, la première fois qu'on s'est rencontrés.
Le jour où je l'ai rencontrée, je vais pas dire que je suis tombé amoureux, mais j'étais sous le charme immédiatement. Pourquoi? Parce qu'elle avait une démarche, une élégance qui fait que pendant 5 secondes, vous avez le souffle coupé. La première fois que j'ai vu, je m'y attendais pas, hein, parce qu'avant, je l'ai rencontré sur Internet. Parce que oui, j'applique, je dis toute la journée, mais j'applique à moi-même les méthodes que je vous enseigne. Donc, je vous enseigne les rencontres en ligne sur les sites de rencontres. Bah, c'est comme ça que j'ai rencontré la plupart de mes copines. Et à cette époque-là, celle-ci n'y a pas échappé. Et avant, c'était que des photos ou une vidéo à un moment, mais c'était impossible de voir qu'elle avait autant de charme, en fait, cette femme. Et le jour où je l'ai vue, j'ai fait, ah ouais, putain, waouh, un truc de ouf. Et ce qui est marrant, je parle de cette anecdote parce qu'en fait, au début, quand on s'est rencontrés, elle m'appréciait pas vraiment, au début. Quand on s'est vu, il y avait un peu de tension pendant un moment. Et puis à un moment, il y a eu un switch. Et c'est là qu'elle est tombée accro et qu'elle a voulu me revoir. Parce qu'on s'était vu la première fois et tout, et on avait couché ensemble. Et après, entre le premier et le deuxième rendez-vous, tout de suite, par message, elle m'a dit que j'étais plus qu'un plan cul, que j'ai quelque chose de différent des autres mecs, qu'elle a envie de me revoir, etc. Et la nana est tombée amoureuse assez rapidement, finalement. Elle est tombée amoureuse avant moi, d'ailleurs. C'est ça qui est drôle. Alors que la nana avait le choix entre plein de mecs et même... Il y avait des mecs qui voulaient la payer pour être escorte, hein, pour vous donner un ordre d'idée. C'est-à-dire la meuf, elle excitait tellement les mecs qu'en fait, il y avait des mecs qui étaient prêts à la payer pour ça. Et elle avait en permanence des mecs qui lui tournaient autour, des mecs qui la draguaient, des mecs qui voulaient avoir. Donc elle avait un choix, mais infini. Et pourtant, elle allait avec un pauvre type comme moi. Comment est-ce possible? Alors qu'il y a plein de mecs qui sont bien plus alpha que moi, finalement. Si on reprend la théorie masculiniste du mâle alpha. Et ben, je vais vous donner la réponse. Qu'est-ce qui l'a fait tomber amoureuse? Bah, c'est ça, finalement. Parce que comme je vous le disais, quand on s'est rencontrés, il y a eu un avant et il y a eu un après. Il y a eu au début où elle était assez froide, elle me parlait pas trop, elle était pas très avenante, etc. Et il y a un moment, il y a eu un switch, en fait. Et en fait, pourquoi il y a eu ce switch? Bah, en fait, au début, quand on s'est rencontrés, j'étais un peu dans une période où j'étais un peu arrogant, etc. Il y avait déjà ça. Et puis surtout, j'étais encore un peu dans le délire du alphaness, etc. à l'époque. Et quand je l'ai vue, cette nana-là, quand je l'ai rencontrée, je la voyais comme un challenge. Parce que elle me plaisait vraiment. Et je me disais, allez, vas-y, ça va être le challenge, machin. Donc en fait, indirectement, au début, j'ai joué au mâle alpha, en fait. Et en fait, ça marchait pas. Ça marchait pas parce que ça ne touchait pas le cœur d'une femme. Ça ne la touchait pas, finalement. Et le jour où il y a eu le switch, enfin le moment où il y a eu le switch, qu'est-ce qui s'était passé en fait? Bah, on était dans une chambre d'hôtel et on a commencé à faire des câlins. Je lui ai pris la main, etc. Et puis j'ai commencé à beaucoup plus m'ouvrir qu'avant. Et en fait, j'ai commencé à m'ouvrir d'une manière émotionnelle. J'ai commencé à parler de mes émotions. J'ai commencé à parler de choses beaucoup plus profondes que ce qu'elle a pu discuter avec d'autres mecs. Et en fait, c'est là que vraiment, elle s'est dit, putain, ce mec, il déchire. Et c'est là qu'elle a voulu me revoir, en fait. Et elle me l'a dit après, hein. Sur le moment, je le savais pas. Sur le moment, la seule chose que j'ai remarqué, c'est que elle a complètement changé d'attitude. Et c'est après coup, quand je lui ai reposé la question, je lui ai demandé, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, tu étais froide et après, tu t'es ouverte et tout. Et je reprends ces termes. Elle m'a décrite le moment où on regardait les Simpsons à la télé, pour vous donner un ordre d'idée, et on était en train de parler, en regardant les Simpsons, des putains de dessins animés. Et elle m'a dit, c'est à ce moment-là que tu m'as séduite. Elle m'a dit, c'est quand on était dans cette chambre à regarder les Simpsons, c'est là que tu m'as séduite. Et là, je lui ai dit, mais c'était pas avant, machin. Elle m'a dit, non, avant, je t'aimais pas trop. T'étais arrogant, trop sûr de toi, t'essayais trop de faire le mec, elle me disait. T'étais trop dans le j'essaye de montrer, de démontrer. Et en fait, c'est pas ça qui l'a séduite. Alors oui, bien sûr, elle va me dire sur le papier, ouais, machin, t'étais bien, dominant, etc. Oui, certes. Mais c'est pas ça qui l'a fait tomber amoureuse. Ce qui l'a fait tomber amoureuse, c'est l'émotion, la création d'émotions. Et c'est à la succession de toutes ces expériences, en fait,
que je me suis rendu compte qu'en fait, l'arme que j'ai, qui marche à chaque fois, pourquoi j'ai confiance en moi aujourd'hui? Bon, pour plein de raisons, bien sûr, il y a l'expérience, etc. Mais une des raisons qui fait que j'ai confiance en moi, c'est parce que j'ai la certitude absolue que si je me retrouve 1 heure en tête-à-tête avec une meuf, que je vais pouvoir la toucher émotionnellement et qu'elle va tomber accro de ça. Et ça marche à chaque fois. Parce que je sais comment faire. Je sais. Et pourquoi je sais comment faire finalement? C'est très simple. Parce que je l'ai en moi. Parce que j'ai cette part émotionnelle en moi et que la seule chose que j'ai à faire, c'est de m'en servir. Et d'avoir ce courage finalement, c'est un peu alpha de dire ça, d'avoir ce courage de montrer ses émotions, de dévoiler ses émotions pour toucher la personne. Donc c'est là où j'en viens finalement à la conclusion sur le mouvement des mâles alpha, etc. Que vous êtes libre de partager ou pas, encore une fois, c'est votre problème. La chose que vous devez faire et que le conseil que je vous donne, c'est de chercher non pas qui vous voulez être, enfin qui vous voulez être, oui, ça joue, mais surtout qui vous êtes au fond de vous-même. Parce que si vous êtes comme moi, que vous avez un peu de part féminine en vous, l'idée c'est pas d'en avoir trop évidemment, parce que si vous en avez trop là c'est un peu chaud. Mais si vous en avez une, de l'accepter, de chercher, de cesser d'essayer de la cacher à travers une philosophie de mâle alpha qui finalement ne vous correspond pas. Parce que vous, encore une fois, faites un tour dans un club de boxe thaï et revenez ensuite me dire si vous voulez toujours être un mâle alpha ou pas. Il y a des mecs, ça leur correspondra parce qu'ils ont ça en eux. Et il y en a d'autres, ça ne leur correspondra pas. Donc il faut voir ce que vous souhaitez être et ce que vous êtes surtout. Posez-vous la question non pas de ce que la société ou ce que les red pill vous disent d'être. Regardez ce que vous voulez être. Et tenez d'ailleurs, avant que je l'oublie, petite anecdote. Dans ma période red pill, j'avais lu parce que oui, j'ai eu une période red pill. J'avais lu un livre, c'est en gros la Bible de tous les red pills, c'est The Rational Male de Tom Rossi. À l'époque, j'étais un fervent adorateur de ce livre. Et vous savez, vous voulez savoir pourquoi j'ai changé d'avis sur ce livre? Le jour où j'ai vu la nana que se tape Tom Rossi, donc je crois que ça se dit comme ça, Tom Rossi, le mec qui a écrit le livre. Donc en gros, le gourou de la red pill de la masculinité, vous regardez la nana avec qui il sort, en fait, elle est à l'opposé de tout ce qu'il prône. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'incohérence de ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'en fait, même les mecs qui prônent ce mouvement-là font, in fine, l'inverse de ce qu'ils font. C'est là que je me suis dit, il y a un problème. Ça, c'était la petite anecdote pour le bouquin Red Pill. Donc finalement, qu'est-ce que je pense de ce mouvement? Je pense que le mouvement des mâles alpha, je pense que c'est un mouvement toxique déjà de base, parce que c'est un mouvement qui vous éloigne de qui vous êtes. Je pense que c'est un mouvement de puceaux qui ont un complexe d'infériorité avant tout. Je pense que c'est juste des personnes qui ne s'assument pas, qui essaient de singer le leader alors qu'ils ne le sont pas. Ce ne sont pas des leaders. Et si vous voulez vous en convaincre, faites un tour dans un club de boxe. On en reparle. Et finalement, c'est ça que je pense des mâles alpha. Et j'en reviens aux questions que m'avait posées la personne que je disais au début de l'audio. Quand il m'a demandé ce que je pense des mâles alpha, la réponse cinglante, je lui dis, je pense que c'est un mouvement de puceaux frustrés qui font un complexe d'infériorité et qui t'éloigne de la vraie question. Qu'est-ce que tu veux, toi? Et qui es-tu vraiment? Parce que finalement, le mouvement des mâles alpha, c'est un peu une fuite en avant. On fuit qui on est pour essayer de devenir un modèle qui, en fait, n'est peut-être pas le vôtre. Question à vous poser. Et puis ensuite, il m'a demandé si je me considérais comme un mâle alpha. Je lui ai répondu, je m'en branle, en fait. Je m'en fous. J'en ai absolument rien à foutre. Et je suis OK avec ça. Et s'il y a des mecs qui débarquent en mode « Ouais, moi je suis un mâle alpha », je réponds « Cool, je suis content pour toi ». Comme on dit dans le sud de la France. Dans le sud de la France, on a une expression, parce que j'ai habité pendant 8 ans à Aix-en-Provence, pour ceux qui savent pas. Ma ville de cœur, peut-être
ma ville préférée de France, celle où j'ai appris le game. Enfin, tout s'est passé sur Aix-en-Provence. Je vous renvoie à l'interview d'ailleurs qui est sur le site DDP où j'en parle en bonne partie de ce vécu à Aix-en-Provence. On a une expression dans le sud qui dit « tu es brave ». Bah, c'est exactement ce que j'ai envie de répondre aux mecs qui veulent devenir des mâles alpha. Je leur dis bah écoute, deviens mâle alpha, tu seras un brave, comme on dit dans le sud. T'es un brave, toi. T'es un brave. Voilà ma réponse par rapport à la question. Et je terminerai sur la question la plus importante. Comme ça, je sais que vous allez réfléchir juste après cet audio. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous voulez devenir? Est-ce que vous voulez devenir ce que les autres vous ont dit de devenir? Ou est-ce que vous voulez devenir ce que vous êtes au fond de vous? À vous de répondre à cette question. Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je te renvoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent. Ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs. Ou bien, si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoient vers mes différentes agences. À tout de suite.